Chapitre 21. Rassurez-vous, Rabbi, dit Higgins avec douceur. Vous n'êtes plus en danger. Le rabbin était quasiment coincé sous la chaise. On me veut du mal, déclara-t-il d'une voix tremblante. Devant ma boucherie, je les ai bien vus. 2 hommes avec des imperméables et des sales têtes. Ils venaient pour m'arrêter ou pis encore. Vous êtes mépris, assura Higgins. Ils étaient là afin de vous protéger. On vous a beaucoup calomnié ces derniers temps. Me protéger? Vous êtes sûr? Higgins hocha la tête affirmativement. On me persécute, cria le religieux. On m'accuse de meurtre. Je suis un brave homme et je suis le chemin de Dieu. Nul n'en doute. Depuis quand êtes-vous caché ici? Je ne sais plus. Dès que j'ai vu ces 2 hommes en imperméable, je me suis enfui. J'ai couru aussi loin que mes forces me le permettaient, et je me suis réfugié dans le premier bâtiment venu. N'auriez-vous pas fait un petit détour par Whitechapel? L'excitation du rabbin s'apaisa. Whitechapel. Non, mais j'aurais dû y penser. Vous avez raison. Là-bas, on m'aurait bien accueilli. Si vous sortez de là-dessous, j'aurai un cadeau à vous offrir. C'est vrai? Lequel? Accordez-moi le privilège de la surprise. Tendez-moi la main. Je vais vous aider. La surprise annoncée par Higgins paraissait au superintendant des plus incongrues. Il n'avait accepté la proposition de son collègue qu'avec la plus extrême réticence. Mais l'ex-inspecteur-chef avait décidé de prendre tous les risques afin de découvrir la vérité. Au prix de quelques contorsions, le rabbin Eliphas se retrouva debout, quoiqu'il soit légèrement voûté. Ce qu'il vit dans la main de Higgins le rendit heureux. « Mon couteau, vous m'avez rapporté mon couteau? Et c'est bien lui, approuva l'ex-inspecteur-chef. Si je vous le rends, à quel usage le destinerez-vous? Mais à égorger les bêtes pour le sacrifice. Le Talmud ne donne-t-il pas d'autres prescriptions? Ne demande-t-il pas de mettre à mort les prostituées? Rendez-moi mon couteau, implora le rabbin. Avec lui, je me sentirai moins menacé. Higgins se fit sévère. Je vous interdis de vous en servir ailleurs que dans votre boucherie. Le rabbin baissa la tête comme un gamin pris en faute. Jurez, inspecteur. Jurez sur le Talmud. Le rabbin embrassa son couteau et le remit dans le fourreau qui n'avait pas quitté sa ceinture. Regagnez votre lieu de travail, recommanda Higgins. Et ne vous enfuyez plus. Sachez que vous serez mieux surveillé encore. Pour votre bien. L'ex-inspecteur-chef et le superintendant interrogèrent Sergueï Sitachenko au commissariat de Whitechapel. L'émigré pleurait à chaudes larmes, appelant sa mère Lisbeth, la Sainte Russie, en mêlant ses plaintes à des mots incompréhensibles. Les policiers, redoutant une crise d'hystérie, lui avaient passé les menottes et attaché un pied à un radiateur mural. « Reprenez-vous » exigea Higgins très ferme. « Sinon nous serons contraints de vous faire une piqûre. »« Jamais » protesta le gros homme. « Qu'on ne me touche pas. Pourquoi tentiez-vous de forcer la porte de cette dame ?» Sergueï Sitachenko se calma. « J'avais le cafard. Je me sentais seul, si seul. J'avais besoin de voir quelqu'un, n'importe qui. Une fille gentille qui m'aurait consolé. Quand êtes-vous sorti de chez vous ? Hier dans l'après-midi. Scott Marlowe sur Sauta. En trompant la surveillance de mes hommes, ce n'était pas trop difficile, confessa l'émigré. Il dormait. Le superintendant imaginait déjà les sanctions. Vous avez donc passé la nuit dehors ? Suggéra Higgins. Ça m'arrive souvent. Par bonheur, j'avais emporté une bouteille de Porto. Qualité moyenne, mais ça réchauffe le sang. Avez-vous croisé quelqu'un ? Personne. C'est bien mon drame. J'étais de plus en plus seul. Alors, ce matin, j'ai frappé à la première porte venue. Sergueï Sitachenko, oubliant qu'il était attaché, tenta de se lever. Déséquilibré, il tomba à la renverse. Scott Marlowe l'aida à se rasseoir. « Ce n'est pas un crime », se plaignit-il. « J'ai mal agi, je le reconnais, mais je ne recommencerai plus. » Higgins consulta un rapport dont il recopia l'essentiel sur son carnet noir. « D'après la personne que vous avez importunée, vous avez répété à plusieurs reprises « Ouvre-moi, maman, je suis ton fils. » Est-ce bien exact ? Je ne sais plus. Mais je ne lui voulais pas de mal. Je rembourserai les dégâts. Qu'on lui fasse signer une déclaration, ordonna Higgins, et qu'on le relâche. À peine le superintendant et l'ex-inspecteur-chef arrivèrent-ils au yard, après avoir organisé une surveillance rapprochée de Sergueï Sitachenko, que l'information leur fut transmise. On venait de retrouver Lord Kiber Rennick. Le détail du message plongea Scott Marlowe dans le plus complet désarroi. Le duc avait été interpellé par une patrouille circulant dans la partie la plus sinistre des docks. Les policiers avaient été bien incapables de reconnaître un grand
aristocrate dans la personne de ce plébéien aux vêtements déchirés et au visage marqué de nombreux coups. Lorsqu'il avait décliné avec hargne son identité, ils avaient préféré ne pas prendre de risques et faire appel aux autorités compétentes. Quand Higgins et Marlowe arrivèrent sur place, ils virent aussitôt le duc assis, la tête dans les mains, sur une bitte d'amarrage. À 2 mètres de lui, l'eau glauque. L'ex-inspecteur-chef s'approcha de l'aristocrate qui, de fait, était dans un triste état. « Que s'est-il passé, Lord Kibert ? C'est mon affaire. Je ne crois pas. Vous m'aviez promis de demeurer à votre domicile que vous saviez surveiller par le yard. J'espérais que la parole d'un duc ne souffrit pas d'exception. » Le regard de chien battu devint plus triste encore. « Entendu, inspecteur, je vous dois la vérité. Ce monde m'ennuie. Un dîner de plus. Voilà des années que j'ai des relations dans ce secteur. J'ai toujours aimé les jeux de hasard, le poker surtout. Quand l'envie me prend, je m'habille à la diable et je viens passer la nuit avec quelques tricheurs qui me volent un peu d'argent. À force d'observation, j'ai réussi à démonter leurs astuces. Hier soir, c'est moi qui ai triché. Beaucoup mieux qu'eux. J'ai emporté la plus grosse mise. Ils n'ont pas apprécié. Ils m'ont tapé dessus. Je me suis évanoui. C'est une patrouille qui m'a retrouvé. J'aimerais que ces escapades demeurent secrètes. Inutile d'écrire un rapport qui pourrait être mal utilisé. Malgré son respect des valeurs établies, Scott Marlowe sentit la colère monter en lui. Un noble dégénéré ne méritait pas mieux que le pilori. Ne vous seriez-vous pas plutôt battu avec des femmes que vous aviez l'intention de brutaliser ? Demanda-t-il avec une audace qui l'étonna lui-même. Le duc sourit, malgré une blessure à la lèvre inférieure. Me prendriez-vous pour Jack l'Éventreur ? C'est malheureusement une hypothèse que je ne peux plus exclure. C'est trop d'honneur, ironisa Lord Kibert. Mon aventure est des plus faciles à vérifier. Les 2 compères qui m'ont agressé ne doivent pas être loin. L'un d'eux est boiteux, l'autre couvert de tatouages. Ils ne se quittent jamais. Tandis que le duc était raccompagné chez lui sous bonne escorte, Higgins et Marlowe vérifièrent son alibi. 1 heure leur suffit pour mettre la main sur le couple de tricheurs professionnels. Ils nièrent avoir joué au poker la nuit précédente. Ils s'étaient contentés de boire et de dormir. Ainsi, constata Scott Marlowe avec amertume, le duc nous a menti. Ce n'est pas certain. Mais ce témoignage, qui peut croire ces 2 crapules ? Elles sont trop contentes de mettre dans l'embarras quelqu'un qui n'appartient pas à leur caste. Devant un jury, que vaudra leur parole contre celle du duc ? L'accusé de meurtre à partir d'une telle base ridiculiserait le yard. Et s'il nous a bien menti ? En ce cas, il devient notre premier suspect. Reste à récupérer Montagu Fitward. Ce fut un journaliste de la BBC qui, au milieu de l'après-midi du 1er octobre, annonça l'horrible nouvelle. Jack l'Éventreur avait frappé 2 fois, à Whitechapel, le 30 septembre. L'information se diffusa comme une traînée de poudre. Les journaux préparèrent des éditions spéciales pour le soir même. Une meute de journalistes se répandit dans Whitechapel en quête du plus infime détail. La population londonienne réagit avec une vigueur inattendue. Des milliers de personnes se rassemblèrent devant l'immeuble de Scotland Yard, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Que fait la police ? Jack l'Éventreur est de retour. Nous ne sommes plus protégés. Donnez-nous des fusils » et d'autres slogans du même ordre. Un barrage de policiers, dûment malmenés, dut empêcher un cortège vociférant de se rendre sur le lieu du double meurtre. Un grand patron du Yard fit une déclaration solennelle dans laquelle il s'engageait à arrêter prochainement l'assassin. Il exhortait la population à garder son calme et à ne pas succomber à la panique. Le bilan de la journée n'avait rien de glorieux, 20 blessés parmi les forces de l'ordre, une 50aine chez les manifestants et une campagne de presse où s'affirmait une franche xénophobie. Ce ne pouvait pas être un Anglais qui avait commis ces 4 meurtres monstrueux. On jeta l'opprobre sur les Américains, les Juifs et les Français. L'opinion publique réclamait vérité et vengeance. Afin d'apaiser un peu la tourmente, le Yard affirma aussitôt dans Whitechapel la plus imposante des présences policières. Des dizaines de voitures banalisées, des hommes à pied dans chaque rue et dans chaque ruelle, des patrouilles à cheval, des guetteurs sur les toits. Chacun connaissait la date fatidique, le 9 novembre. Mais beaucoup étaient de persuadés que le nouveau Jack l'Éventreur, constatant ce déploiement de force, ne frapperait qu'en toute sécurité, sans doute dans un autre quartier. Il était un peu plus de 20 heures quand Marlowe reçut un appel téléphonique de Martha Sidwell, qui prétendait avoir des révélations à faire. Higgins, résistant vaillamment à la grippe,
accompagna son collègue au domicile de l'avorteuse. Dans Whitechapel, les 2 policiers subirent plusieurs contrôles. Cette fois, la population était protégée avec efficacité. « J'ai un peu honte », déclara Martha Sidwell, « mais il y a des choses que je ne peux plus garder pour moi. Sinon, ça va me retomber sur la tête. »« Savez-vous qui est l'assassin » demanda le superintendant impatient. « Je n'ai pas dit ça, mais je connais un type pas très net qui rôde dans le coin. Comment s'appelle-t-il ?»« Montague Fitward. Aujourd'hui, c'est un monsieur respectable. Un avocat cousu d'or qui ne fréquente que des gens chics. Ça n'a pas toujours été le cas. »« Que s'est-il donc passé ?» demanda Higgins. Celle qu'on surnommait le vautour croisa ses doigts épais. À chaque fois que Marlowe les observait, il éprouvait une sensation de malaise. « Ce Montagu n'a pas toujours été avocat », précisa Martha Sidwell. « Auparavant, il pratiquait la médecine, et même une médecine qui n'était pas très éloignée de la mienne. Dans nos métiers, tout se sait. Il a arrêté quand son cabinet a commencé à bien tourner. Mais il avait omis un détail. L'une de ses anciennes clientes était enceinte de ses œuvres. Curieuse justice, non? L'enfant est né? Un garçon. Où habite cette femme? Ici même, à Whitechapel. Elle s'appelle Katia et elle le fait chanter depuis plus d'1 an. De très belles sommes. Un cas unique dans le quartier. Ça pourrait expliquer bien des choses. Regrettable, constata Higgins. Une lueur d'inquiétude traversa les yeux inertes de l'avorteuse. Regrettable? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous nous communiquez des informations que nous possédons déjà. C'est un manque déplorable d'à propos. Scott Marlowe se sentait perdu dans un labyrinthe d'où il ne sortirait plus. Chacun des suspects, à tour de rôle, lui paraissait coupable de manière évidente. Mais rien de tangible, de solide, et la certitude d'un instant devenait illusion vite dissipée. L'attitude de Higgins ne portait pas à l'optimisme. D'ordinaire, il gardait nombre de ses conclusions pour lui. Mais cette fois, il semblait aussi perdu que le superintendant. Quand le téléphone sonna, Scott Marlowe décrocha le combiné d'une main lasse. Mais au fur et à mesure de l'entretien avec son correspondant, son visage s'éclaira. Quand il raccrocha, il était radieux. « Cette fois, annonça-t-il, nous tenons l'assassin.